Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les hôpitaux d'Île-de-France à l'épreuve de la vague épidémique. Dans certains services, on refuse désormais des malades faute de place. Vous découvrirez aussi le rôle de cette cellule de crise chargée en temps réel de traquer le moindre lit dans la région. Et alors qu'il est critiqué pour sa gestion de la crise, le gouvernement annonce la commande de 600 millions de masques à la Chine. Un pont aérien est en train de se mettre en place. Les premières livraisons sont en cours. Nous irons également en Espagne qui enregistre 827 morts en seulement 24 heures. Le pays à bout de souffle espère approcher le pic de l'épidémie et s'en remet, vous le verrez, parfois au système D. Une épidémie qui provoque de la détresse mais aussi de la solidarité. Des associations qui s'adaptent à la production bénévole de gel hydroalcoolique. Les Français ne manquent pas d'idées. Et puis au pays des champions du monde, les jeunes footballeurs n'allaient pas se laisser décourager par le confinement. Des concours de dribble sont organisés sur les réseaux sociaux avec ou sans ballon. Ce sont des chiffres qui aident à comprendre ce que sont en train de subir les hôpitaux français. Ces dernières 24 heures, ils ont enregistré 319 nouveaux décès et 1900 nouvelles admissions. Des services qui ont atteint parfois leur point de rupture. C'est particulièrement le cas, vous allez le voir, en Île-de-France, comme nous l'expliquent Alison Tassin et Alix Ponsard. Bobigny cet après-midi. En seulement une demi-heure, ce sont une dizaine d'ambulances qui partent en intervention. Je dois le SAMU là pour récupérer un kit et on part. Franchement, ouais, tout à fait. Désolé, mesdames, je vais faire le taf. Vas-y. Toute la journée, on n'arrête pas. Hier, on est rentré, il était 11h du soir, on a commencé à 7h. Dans cet hôpital de Seine-Saint-Denis, la nuit a été particulièrement difficile. L'afflux de patients, parfois jeunes, a été massif. On s'est retrouvé avec une trentaine de patients aux urgences et très peu de solutions pour les hospitaliser. Heureusement, on a pu réquisitionner des lits qui n'étaient pas destinés à ces patients initialement, mais ça a été très dur. C'est une nuit pour moi qui a été très dure. L'Île-de-France connaît un niveau d'occupation inégalé. Les 1500 lits de réanimation disponibles en temps normal sont tous pleins. Dans cet hôpital privé, des étages entiers ont été réaménagés pour accueillir des patients atteints de Covid-19. Nous nous trouvons dans l'unité qui a été dédiée aux patients Covid. On a ouvert exactement 10 lits. Et on est plein depuis déjà, ça fait un moment que ça sature. Pourtant, ce sont les prochains jours que les soignants redoutent. À la Pitié-Salpêtrière à Paris, certains savent qu'ils seront bientôt réquisitionnés. Moi, je vous avouerai que je ne suis pas apte à la réa. Je n'ai pas fait de stage en réa, j'ai jamais travaillé en réanimation. Maintenant, s'il faut y aller, on va le faire parce que c'est un peu notre devoir. Car au-delà des lits de réanimation, c'est désormais le manque de personnel qui est aussi redouté. Et justement, dans cette situation qui évolue de minute en minute, une cellule de crise agit à distance. Pourtant, son rôle est essentiel. On les appelle les bed managers, les managers de lit. Leur mission, recenser en temps réel la moindre place et réorienter les malades en fonction des disponibilités. Un travail qu'ont pu suivre Pierre Galacio et Séverine Fortin. Regardez. Ils appellent matin, midi et soir, 3 fois par jour, chaque hôpital d'Île-de-France. Bonsoir monsieur, c'est Karine de la cellule de régulation. Objectif, recenser les lits. Chaque volontaire appelle tous les établissements en fonction du département. Vous avez une table donc, là pour la Seine-Saint-Denis, pour les Hauts-de-Seine. Pour les Hauts-de-Seine ici, vous avez la Seine-et-Marne. Vous avez le Val-de-Marne, l'Essonne. On est en période de guerre. Ce dispositif qui a été mis en place n'a jamais été fait en temps de paix. Depuis lundi, l'Agence régionale de santé se prépare au pic de l'épidémie en Île-de-France. Cette ancienne infirmière vient de rappeler le directeur d'une clinique privée en Seine-et-Marne. Là par exemple, il était à 3 tout à l'heure en soins critiques sans ventilation. Covid+, il est passé à 1. Un lit disponible. Entre 13h et 17h, il a rempli quasiment tout son établissement. On demande aussi s'ils ont des alertes à signaler sous 48 heures en tout ce qui concerne masques, habillage et médicaments. Le nombre total de lits disponibles évolue en permanence. Impossible de savoir exactement combien il y en a, mais il y en a encore. Le but, c'est de chercher le lit et d'avoir toujours de l'avance sur le virus. On recense et l'attribution des lits se fait au niveau du SAMU zonal, à la PHP. Au total, 250 établissements sont appelés quotidiennement, publics et privés, sans aucune distinction. Le Grand Est a servi de leçon. On peut le dire, il y a eu du retard à l'allumage pour la sollicitation de notre secteur. Ça n'est absolument pas le cas en Île-de-France, où notre secteur a été mobilisé par la coordination de l'ARS dès le début, de la même manière que le public. Donc ce sujet est derrière nous.
Dans cet hôpital privé, avant l'épidémie, il y avait 14 lits de réanimation. Désormais, il y en a 32. 30 sont déjà occupés par des malades du coronavirus et seules quelques chambres en plus peuvent être ouvertes. Là, on est en train de s'organiser pour avoir la possibilité d'accueillir 4 patients supplémentaires quand on aura la totalité de l'équipement et des ressources humaines, enfin des soignants qui sont nécessaires pour faire tourner ces lits-là. Là, il manque encore le respirateur et donc on va essayer d'aller trouver des respirateurs pour justement équiper complètement cette chambre. Ce sera ce matériel récupéré dans un autre service qui utilisera en attendant des respirateurs moins puissants et disponibles. Des respirateurs du bloc opératoire, puisque l'activité au bloc opératoire a été fortement réduite. Ce n'est qu'une fois la chambre totalement prête que l'information sera transmise à la cellule de crise et que des patients pourront y être redirigés. Dans cette course contre la montre qui s'est enclenchée, il y a aussi la question des tests. La France, vous le savez, a choisi de dépister les cas les plus graves, une décision dictée par la pénurie de matériel, mais aussi la lourdeur du processus. Mais vous allez voir que des laboratoires travaillent aussi à la mise au point de futurs dispositifs beaucoup plus simples et surtout plus rapides. Benoît Cristal. La France rattrape peu à peu son retard et pourra bientôt dépister 5000 personnes par jour grâce à cette technique de prélèvement. Mais quelle est la fiabilité de ces tests dits nasopharyngés? Ils proviennent de 19 fournisseurs différents, pour la plupart étrangers. Après plusieurs semaines de pratique, les laboratoires français qui les utilisent reconnaissent des failles. Sur 100 patients qui seraient contaminés, on va en détecter 60 ou 70. Les 30 ou 40 patients que nous passons à côté, soit c'est parce que nous sommes à la mauvaise période, où il n'y a pas assez de sécrétions contaminantes, et dans ce cas-là, il faut faire des prélèvements bronchiques profonds, où on tombe à une période où le virus est moins présent dans ces fosses nasales. Malgré cela, ces tests restent nécessaires, et les lignes de fabrication fonctionnent à plein régime. La France vient d'ailleurs de commander 5 millions de kits rapides pour dépister tous les personnels soignants. Ces tests nous permettront d'augmenter nos capacités de dépistage de l'ordre de 30 000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60 000 tests supplémentaires par jour au mois de mai et plus de 100 000 tests par jour au mois de juin. Le deuxième dépistage plus efficace est réalisé grâce à un scanner. L'observation des tissus endommagés des poumons le rend fiable à 98%. La France dispose d'un réseau étendu, plus de 1200 appareils. Ils sont déjà utilisés pour les cas les plus graves. Les cliniques pourraient être sollicitées afin d'améliorer le dépistage précoce, comme le fait déjà l'Italie. C'est utile pour ceux qui ont une gêne respiratoire, mais dont le premier test est négatif. Le troisième test est sérologique et donc sanguin, mais il est encore au stade expérimental. L'Institut Pasteur promet des résultats fiables d'ici 2 à 3 semaines. Il permettra de détecter la présence d'anticorps et donc d'identifier aussi les patients guéris et immunisés. C'est très utile parce que, par exemple, moi, je vais faire des gardes dans un service où il y a des gens qui sont infectés par le corona. Il est évident que si je sais que je suis immunisé, c'est beaucoup plus confortable pour moi et pour les patients. Ce test, s'il est largement disponible, sera aussi nécessaire pour gérer la fin du confinement et pour éviter un deuxième pic d'épidémie. Et nous sommes en direct ce soir avec le professeur Bruno Lina. Bonsoir professeur, vous faites partie du comité scientifique qui conseille le gouvernement. Vous êtes surtout virologue à la tête d'une unité de recherche basée à Lyon. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement des épidémies, vous les étudiez depuis des années. Selon vous, est-ce que la France est en train de payer cher le fait de ne pas avoir testé massivement ? Non, parce qu'au bout du compte, il faut bien comprendre qu'on a été en accompagnement d'une puissance diagnostique, en quelque sorte. Vous avez entendu qu'on est en train de monter en charge, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de tests. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, déjà, on est en capacité pratiquement de tester 10 000 personnes tous les jours, ce qui signifie quand même un nombre significatif. C'est toutefois insuffisant pour pouvoir à la fois faire du dépistage de masse et du dépistage pour les patients qui se présentent pour l'hospitalisation ou pour les personnes les plus fragiles pour lesquelles il faut faire un diagnostic. Donc on voit que là, on est dans une phase de bascule où on va avoir vraiment un outil diagnostique qui va être performant et surtout qui va permettre de donner des réponses très rapides parce que c'est ça qui compte. Et on espère pouvoir, d'ici quelques semaines, avoir organisé un réseau de laboratoires et d'outils qui vont nous permettre de monter à la puissance de 30 000 tests jour, c'est-à-dire un peu plus de 200
100 000 tests par semaine. Et là, déjà, je pense qu'on comblera le vide qui existe pour l'instant et on sera en capacité de pouvoir bien mieux surveiller l'épidémie et surtout avoir une vision claire de la circulation du virus partout. Alors, hier, le gouvernement a suivi vos conseils. Il a annoncé la prolongation du confinement. Selon vous, quand on commencera à percevoir ces effets du confinement? On a vu qu'en Italie, ça prenait énormément de temps. Est-ce que vous avez une idée du délai nécessaire? Alors, ce confinement, en fait, il est indispensable, mais surtout, il faut qu'il dure quand même suffisamment longtemps, comme vous l'expliquez, pour qu'on voit l'effet. Quand on comprend un tout petit peu la maladie, au bout du compte, ce que l'on voit, c'est que l'infection, lorsqu'on est malade, on peut transmettre à des personnes contacts. Le délai d'incubation est de l'ordre de 5 à 7 jours. À partir de ce moment-là, on commence à développer des symptômes. Les symptômes, ça dure une semaine lorsqu'on a une forme grave, une forme pas grave, c'est dans 90% des cas, et puis on a un certain nombre de formes plus graves qui se révèlent souvent au 7e jour de la maladie. Et donc on voit déjà que les formes graves, celles qui vont aller à l'hôpital, on ne les voit qu'au bout de 14 jours. Ce qui veut dire que le confinement qu'on a commencé lundi dernier, l'effet, on ne pourra commencer à le voir qu'à partir de demain. Ce sera les premiers jours d'effet, mais il faut en fait qu'on capitalise dans la durée aussi. Et finalement, ce qui va être le vrai signal, c'est ce qu'on pourra observer d'ici une dizaine de jours vraisemblablement, où si la stratégie de confinement a marché parce que justement on a une adhésion de l'ensemble des Français au confinement, on devrait commencer à avoir une réduction du nombre des cas admis en réanimation, ce qui sera pour nous un excellent marqueur. Et en fonction de cette courbe dynamique, on pourra à ce moment-là définir quand on pourra commencer à penser à arrêter au confinement. Concernant maintenant les traitements, il y a beaucoup d'espoir sur cette question. Vous supervisez vous-même actuellement certaines études. Sur quels médicaments travaillez-vous et est-ce que vous avez déjà des résultats ou plutôt des intuitions? Alors, il faut toujours se méfier des intuitions, on en a tous, mais il faut se les garder pour soi parce qu'après on est exposé à finalement avoir à démentir nos intuitions, ce qui n'est jamais très agréable. Pour l'instant, on a un essai clinique qui marche remarquablement bien puisque le nombre d'inclusions est extrêmement élevé. Cet essai clinique, il contient plusieurs possibilités thérapeutiques. Comme vous le savez, on teste un vrai médicament antiviral qui s'appelle le Remdesivir, qui est un médicament qui va cibler le virus et empêcher sa multiplication. On a un autre bras qui est un recyclage d'un médicament du VIH qui s'appelle le Lopinavir-Ritonavir, qui lui aussi est un antiviral, qui est actif au début de la maladie. On va avoir un troisième groupe qui va être une association d'interférons et de ce médicament contre le VIH. Et enfin, le dernier groupe qui est le groupe chloroquine-hydroxychloroquine. Voilà où on en est pour l'instant des essais. D'autres bras vont rentrer en route. On est en train d'imaginer des traitements additionnels avec d'autres molécules. Certaines sont en préévaluation. On a quelques résultats extrêmement intéressants qui nous font dire que probablement dans 10-15 jours, on va peut-être pouvoir ajouter des bras supplémentaires, tester de nouvelles possibilités thérapeutiques, de façon à voir si, toujours en s'appuyant sur cet essai international, on arrive à démontrer une efficacité avec ces différents produits. Donc on voit qu'on est sur beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de molécules qui vont être testées et il faut qu'on prenne le temps de les évaluer comme il faut pour qu'après on fasse le meilleur choix et qu'on puisse le proposer de façon large aux patients les plus graves et puis après peut-être aussi aux patients, à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup pour ce message d'espoir, Bruno Lina. Merci. Et on souhaite effectivement avoir très prochainement des résultats sur cette étude. Alors cet après-midi, le Premier ministre, lui, est longuement revenu sur la stratégie mise en place par son gouvernement. Il est revenu aussi sur cette épidémie qui est en train de s'installer en France. Et vous allez l'entendre, il n'a laissé aucune illusion sur ce qui nous attend dans les prochains jours. On l'écoute. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Bonsoir Adrien. Bonsoir Anne-Claire. Alors Édouard Philippe s'est livré à un grand exercice de pédagogie cet après-midi, un Premier ministre et un gouvernement
très critiqués ces dernières heures sur leur gestion de la crise. C'était une contre-attaque, tout simplement, pour répondre à ces critiques, bien sûr, et plus globalement à toutes les fausses informations dénoncées dès mercredi par Emmanuel Macron. L'exécutif a en fait choisi tout à l'heure un format inédit pour marquer le coup. 3 experts appelés en renfort en conférence de presse, en plus des membres du gouvernement, des graphiques, des chiffres, des cartes. Tout ça pour 2 messages sur le fond très simples, finalement. Faire la transparence sur ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui va être fait, et montrer la compétence du gouvernement. Et Emmanuel Macron s'y était employé dès hier soir dans la presse italienne en disant « J'ai abordé cette crise avec sérieux et gravité dès le début ». Et tout à l'heure, le Premier ministre lui a tout simplement emboîté le pas de façon très nette. Écoutez. Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. En substance, c'est une manière de nous dire gouverner, c'est prévoir, et on l'a fait. C'était aussi un appel lancé plus globalement à l'ensemble de la population française avec ces mots, un défi considérable, une situation difficile, un combat qui va durer. C'est aussi une manière de nous dire à nous tous, les critiques, on verra plus tard. Merci beaucoup Adrien. J'ajoute également que lors de cette conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a également indiqué quelque chose de très important au niveau des EHPAD. Il demande à ces établissements d'aller vers un isolement individuel des personnes résidentes. Alors parmi les réponses apportées par le gouvernement face aux critiques, on le disait, sur sa gestion de la crise, il y a ce pont aérien qui va se mettre en place entre la France et la Chine. L'État va importer 600 millions de masques dans les semaines qui viennent, soit 10 millions tous les 3 jours. Un premier avion est sur le point de décoller. Sylvain Milenvoix et Delphine Ricois. Cette photo a été prise ce matin. Des salariés d'Airbus déchargent des cartons de masques à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Leur nombre, plus de 6 millions, arrivés de Chine depuis mardi. Ils sont parfois destinés à l'activité industrielle d'Airbus, mais surtout au personnel soignant. C'est un don de l'entreprise. Ce même balai va recommencer près de Paris dès lundi, mais cette fois, il sera organisé par l'État lui-même. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire. La grande difficulté, c'est de vérifier que les masques commandés sortent bien de la bonne usine pour arriver à l'aéroport. Alors, pour faire parvenir les 600 millions de masques déjà commandés à la Chine, une mission d'acheminement a été confiée à un transporteur français, Géodis. Alors, le marché concerne a priori surtout des masques, mais on va probablement être amené à transporter aussi du matériel de protection autre que des masques, et à transporter des respirateurs. On prévoit 4 rotations par semaine à partir de lundi. Ces rotations-là se feront en Antonov 124, un gros porteur russe choisi notamment pour ses facilités de chargement et de déchargement. Le premier avion devrait décoller ce soir de Chine, s'arrêter ensuite en Russie pour une escale technique, avant de rejoindre l'est de Paris lundi matin. Un entrepôt de la région centre accueillera ensuite 21 millions de masques d'ici le milieu de la semaine. Devant l'ampleur de la crise et le volume des commandes, ces masques fabriqués à Shenzhen ou Shanghai ne seront pas homologués par l'Union européenne, qui a délégué cette fonction à la Chine. En l'occurrence, le test chinois est plus exigeant que le test communautaire. Je pense qu'après, on reviendra à nos basiques et qu'on refera des masques avec toutes les obligations administratives qui étaient les nôtres avant cette crise sanitaire. En attendant, ce pont aérien dont le coût n'a pas été communiqué devrait durer au moins jusqu'à fin mai. On va maintenant évoquer un lieu qui a connu de nombreux cas, l'Assemblée nationale, une contamination qui avait mis un coup d'arrêt au fonctionnement du Parlement. Et parmi les députés et sénateurs, certains ont de toute façon mis en suspens leur mandat pour reprendre leur métier d'origine. Ils sont médecins et pharmaciens et c'est ainsi qu'ils ont choisi de continuer à servir leur pays en cette période d'épidémie. Reportage d'Arnaud Etcheverry, Guillaume Aguerre, Charlotte Gerbelot et Henri Dreyfus. On les voit habituellement à la tribune de l'Assemblée nationale ou en commission pour examiner un projet de loi. Mais dans la vie, ils sont médecins, pharmaciens ou infirmiers. Et depuis 15 jours, ils ont tous repris leur blouse, sans hésiter. Véronique Guillotin est sénatrice de la Meurthe-et-Moselle. Médecin depuis 30 ans, elle s'est portée immédiatement volontaire pour s'occuper des patients atteints du Covid-19 dans cet hôpital. Nous ne sommes pas autorisés à la suivre dans ce service. Docteur. C'est son collègue qui la filme. Bonjour, docteur. Comment ça va ce matin? Ça peut aller. Ça va. Oui. Les respirations? Ça va mieux. Ouais. Pas de toux? Un petit peu, mais légère. Nous avons
Plus de 20 patients dans ce secteur aujourd'hui, alors que nous en avions environ 12 la semaine dernière quand je suis arrivée prendre les fonctions. Moi, je trouve que c'est ma place. Aujourd'hui, je pense que ma place, c'est là. Mon lieu était à l'hôpital et ma tête, en fait, était pas au Sénat, mais elle était auprès des patients. En première ligne avec les patients, mais aussi avec le personnel soignant. Les cris des soignants, il faut les entendre. La difficulté au quotidien, il faut l'entendre. La fatigue, il faut l'entendre. Allez-y. Lui aussi a repris du service. Prenez place. Philippe Chalumeau, député La République En Marche et médecin généraliste à Tours. Cette patiente présente tous les symptômes du coronavirus. Fatigué, courbature, le nez qui coule. 3 ans qu'il n'avait pas exercé. Un médecin, député, redevenu médecin le temps de la crise. À la grande surprise de cet autre patient. Il est député. Ah oui, d'accord. Franchement, je vous souhaite bon courage. Et merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Depuis 15 jours, Philippe Chalumeau a mis entre parenthèses son mandat. Après le cabinet, direction le SAMU. Il est aussi régulateur. Il faudrait qu'il soit examiné par son médecin traitant. Donc. Son statut de député de la majorité lui permet de faire remonter des informations au plus haut niveau. On a déjà, nous, entre parlementaires, on a déjà des boucles qui sont dédiées. Si vous voulez, on fait remonter en direct, en permanence les choses. Et puis après, moi, je suis très en lien avec le cabinet du ministre, bien évidemment. Elle connaît très bien le Premier ministre. Au Havre, Agnès Firmin-Lebaudot, députée, a pris de nouveau place derrière le comptoir de sa pharmacie. Il a changé son traitement ou c'est son traitement habituel? Et ce qui pose problème, c'est encore et toujours le manque de masques. Voilà ce qui me reste. C'est pour qui? C'est pour vous? C'est pour les... C'est censé être pour nous. Et puis, de temps en temps, une aide à domicile, si je peux dépanner. Mais voilà, c'est pas un souci, c'est un réel problème. Son autre priorité, c'est répondre aux besoins en médicaments des personnes âgées qui ne peuvent plus ou n'osent plus se déplacer. Si vous avez un problème, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous téléphonez. Merci infiniment. En tout, une trentaine de parlementaires prêtent actuellement main forte dans le milieu médical. Et ils continueront à le faire, le temps qu'il faudra. Voilà maintenant un autre lieu où l'apparition de cas a provoqué une grande angoisse. Il s'agit évidemment des prisons dans un milieu clos, qui plus est en surpopulation, comme c'est le cas en France. La contamination peut être beaucoup plus rapide qu'en extérieur. Les surveillants, vous allez l'entendre, doivent faire face à leurs propres questionnements, mais aussi à la tension qui règne parmi les détenus. Je vous propose de regarder ce reportage tourné à Saint-Quentin-Fallavier en Isère par Thibaut Malandrin et Jean-François Drouillet. C'est une rencontre entre la direction et certains détenus, comme il en est souvent organisé. Mais celle-ci a pris la forme d'une réunion de crise. Votre sécurité, ou plutôt la sécurité de toutes les personnes qui vivent et travaillent ici, est notre préoccupation principale en ce moment. Des questions sur la gestion de l'épidémie, ces détenus en ont beaucoup. Sur la promenade. En promenade, on a une barre de traction. On n'a pas accès au gel. À des gels hydroalcooliques pour la laver. On peut même laisser un peu de javel à disposition pour que chacun passe entre deux, ça c'est pas un gros problème. Sur les douches. On se retrouve à plusieurs confinés dans un petit espace. Hein. Oui. Est-ce qu'on a le choix de faire autrement ? Si je mets plus qu'une seule personne par douche, on n'arrivera pas à faire un tour. Ou sur la suspension des activités en salle. Est-ce que c'est possible de compenser, vu le manque de notre famille ? On sort qu'en promenade, 2 heures par jour, d'accéder des fois de temps en temps à la salle d'activité. La promenade, c'est un milieu ouvert. Dans une salle d'activité, c'est une zone confinée, vous savez très bien comment elles sont, on augmente les risques. Les parloirs sont suspendus. Avec le confinement, les familles ne peuvent de toute façon plus se déplacer. Très dur pour tout le monde. Très dur pour les familles aussi, pour nous. En tant que père de famille, moi j'ai 4 enfants, disons que... C'est compliqué de ne pas voir ses enfants, sa famille, c'est très compliqué. Dans le Grand Est, première région touchée par l'épidémie, l'inquiétude est grande. Parmi les détenus... Hier, j'ai parlé avec des gens qui étaient en prison pour des braquages, pour des assassinats, tout ça. Ils me disaient « j'ai peur ». Le mec m'a répété 5-6 fois « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». J'ai peur pour moi, pour mon père, pour mes filles, pour mes fils. Comme parmi les surveillants, ils ont obtenu ce matin seulement de pouvoir porter un masque au moindre contact avec des détenus. Il y a 71 000 personnes détenues aujourd'hui incarcérées. Il y a des matelas à même le sol. Ils sont entre 2 et 4 par cellule. Si demain nous devions avoir, par exemple à Nancy, un cas avéré de Covid-19 et qu'on est passé à côté parce qu'on n'a pas fait le test à temps, il y aurait tout l'étage et tout le personnel contaminé. Et ça, on aimerait l'éviter. Pour relâcher la pression, 3200 détenus ont été remis en liberté depuis le 17 mars.
s'ils se sont bien comportés et si leur peine touchait bientôt à sa fin. Nous avons ce besoin de pouvoir voir nos effectifs baisser, mais il va sans dire que les décisions qui sont prises de procéder à des libérations ne sont pas des décisions à l'emporte-pièce, des décisions qui se traduiraient par la remise en liberté de publics dangereux. Depuis le début de l'épidémie, 21 détenus ont été testés positifs et 471 présentant des symptômes ont été isolés du reste de la prison. Côté personnel, 50 agents ont été testés positifs au Covid-19 et 793 sont actuellement en quatorzaine. Une situation chaque jour plus inquiétante dans un pays qui compte 71 000 détenus pour 61 000 places. Je vous propose maintenant d'évoquer une question extrêmement douloureuse, celle du deuil si difficile en ce moment pour les familles qui perdent un proche, que ce soit du coronavirus ou pour une autre raison. Vous le savez, les enterrements sont soumis à des règles très strictes. Seules 20 personnes peuvent y assister, mais vous allez voir que les proches ont su inventer d'autres façons de se soutenir à distance. Reportage à Fougères en Bretagne, Marc de Chevilly et Vincent Piaon. Roger Coudray s'est éteint de sa belle mort à 85 ans la semaine dernière. Il n'est pas mort du Covid-19. Mais à l'heure où son cercueil arrive à l'église, le prêtre et la conseillère funéraire s'interrogent encore sur l'organisation de ses obsèques. On va mettre une personne, une chaise sur deux et un banc sur deux. Pas d'Eucharistie, pas d'eau bénite. Non, l'eau bénite, c'est moi seul. Voilà. C'est tout. Il reste là-bas, loin, voilà. Et puis il s'incline. Voilà. S'ils sont croyants, ils font le signe de croix. Voilà. Autrement dit, ils s'inclinent. Personne ne touche le cercueil. Voilà. Un adieu rapide et de loin, sans fleurs, ni musique, ni embrassade. Seules 20 personnes sont admises dans l'église, mais avec le confinement, à peine 6 cousins et neveux ont pu faire le déplacement. Ça nous a beaucoup manqué de ne pas toucher le cercueil de notre tonton. Quelque part, ça fait un petit peu mal au cœur, quoi. Il y a un groupe de la famille qui est donc à l'église et un autre groupe va prendre le relais au cimetière parce que nous n'avons pas le droit de nous croiser. Un deuil rendu donc plus difficile encore pour ceux qui auront été privés de cérémonie. J'ai été me renseigner à la gendarmerie et on m'a dit, vu qu'il y avait... on était à plus de 10 km de l'église, non, on n'avait pas le droit. En lieu et place des veillées et des rites désormais interdits, des espaces funéraires virtuels sont proposés gratuitement en ligne. Chacun peut y partager sa peine ou un souvenir du défunt. C'est ce qu'a fait Véronique cette semaine lorsque sa mère est décédée, sans qu'un enterrement puisse être organisé. C'est joli parce que j'ai pu faire passer le message de tous nous retrouver à un certain moment, d'allumer une bougie tous ensemble. Ça remplace le contact humain qu'on aurait eu avant le confinement ? Oui, en partie, oui. On a créé finalement nous-mêmes une sorte des cérémonies qu'on a inventées quelque part. Une start-up propose même d'équiper les églises pour une retransmission privée et en direct des cérémonies. Cette semaine, lorsque ce jeune horticulteur s'est retrouvé avec des milliers de fleurs invendues, plutôt que de les jeter, il est allé les déposer sur chacune des tombes du cimetière de son village. Pour les familles, ouais, je pense que ça a été un geste fort pour moi aussi, parce que c'est pas rien non plus de fleurir chaque tombe. Chaque défunt a droit à ses fleurs. C'est compliqué pour les familles, on a beaucoup de coups de fil et on trouve pas de fleurs, ou très peu. Un geste spontané qui lui a valu des milliers de remerciements et a encouragé d'autres fleuristes à faire de même dans toute la France. Partons maintenant à l'étranger avec tout d'abord cette image saisissante, celle d'un pape priant pour le monde entier devant une place absolument vide. Le pape François, selon lequel cette épidémie a démasqué nos vulnérabilités et qui a salué, je cite, le dévouement des personnes ordinaires, des médecins aux employés de supermarchés qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Et parmi les pays les plus touchés, l'Espagne évidemment, avec 832 morts ces dernières 24 heures. Le pays espère s'approcher du pic épidémique car le système de santé est là-bas aussi, vous allez le voir, à bout de souffle. Charles Niveau et Maxime Rousseau. Face à l'afflux continu d'ambulances, impossible de prendre tout le monde en charge. Au bord du précipice, les urgences espagnoles n'ont plus assez de matériel pour soigner les patients. Il nous manque des masques et des blouses de protection. Ce masque, je le porte depuis le début de mon service. On manque de tout pour prendre correctement en charge les patients. De plus en plus, il faut se battre pour trouver du matériel.
Un cas loin d'être isolé. Alors ce médecin s'est filmé pour apprendre à faire une blouse de protection avec les moyens du bord. Regardez, je vais vous montrer. Si vous n'avez plus de blouse à l'hôpital, je vais vous apprendre à en découper une directement depuis un sac poubelle. D'autres utilisent des sacs plastiques comme surchaussures. Face à une telle pénurie, l'Espagne a commandé pour 450 millions d'euros de matériel à la Chine. Des masques, des appareils d'assistance respiratoire et 5,5 millions de tests de dépistage. Problème, une partie de ces tests s'est révélée défectueuse et donc inutilisable. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, le gouvernement mise désormais sur la construction d'hôpitaux de campagne aux dimensions impressionnantes. C'est notamment le cas du Parc des Expositions de Madrid qui sera bientôt le plus grand hôpital d'Espagne. C'est d'ailleurs là que sont précieusement stockées les dernières réserves en masques et autres matériels de protection. À côté, l'hôpital est opérationnel, prêt à accueillir et soigner les malades, comme cette femme, aujourd'hui guérie. Nous prévoyons que sur la journée de dimanche, nous aurons déjà traité 1000 à 1500 patients dans cet hôpital. Mais ces efforts ne suffisent pas. L'Espagne risque aujourd'hui une pénurie de personnel hospitalier. On estime que 30% des contaminés en Espagne sont des médecins et des infirmiers. Le problème, c'est qu'une fois infectés ou mis en quarantaine, il n'y a personne pour les remplacer. Une situation d'autant plus préoccupante que le pic de l'épidémie n'est attendu ici qu'en début de semaine prochaine. Alors, ce sont désormais 3 milliards de terriens qui vivent en confinement, près de la moitié de la population mondiale, mais certains affichent encore un scepticisme difficile à comprendre. Le président brésilien Jair Bolsonaro refuse, par exemple, de prendre des mesures drastiques sous prétexte de sauver l'économie de son pays. Scandalisés, des gouverneurs de plusieurs grandes régions ont décidé tout de même d'agir. Même les gangs qui tiennent les favelas ont pris les choses en main. Axel Monnier, François Cardona et Ingrid Pipioni. Ils n'ont reçu aucune demande officielle de leur gouvernement. Pourtant, les habitants de Rio de Janeiro se sont spontanément confinés. La peur du coronavirus a vidé les plages et les rues. Confinés et en colère. Chaque soir, les cariocas se mettent à la fenêtre. Concert de casseroles. Maintenant qu'on est en quarantaine, on ne peut pas sortir dans la rue. Donc c'est notre meilleure façon de manifester. Ces deux colocataires sont confinés depuis déjà une semaine. Comme des milliers de Brésiliens, ils s'inquiètent. Car le président n'a annoncé que très peu de mesures. Depuis le début de l'épidémie, il n'a quasiment rien fait pour éviter la propagation du virus. Il va dans le sens inverse, c'est criminel. Ça va tuer des gens. Le président Bolsonaro minimise la gravité du virus depuis le début. Pas de confinement, priorité à l'économie. Ce n'est qu'une petite grippe, un rhume. La vie doit continuer. Les Brésiliens n'écoutent donc pas leur président. Ils craignent de voir l'épidémie s'accélérer. À Rio, toutes les écoles et les commerces ont fermé leurs portes, mais à la demande du gouverneur. Insuffisant pour Axel. Cet hôtelier français se montre très inquiet. Pour le virus et pour son activité. Il est confiné dans son établissement, sans aucun client. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. Pas avant le mois de juin au mieux, je pense, quoi. Si on arrive à sauver la saison de juillet-août, quand les vacanciers européens, en principe, viennent beaucoup, on pourra s'estimer heureux. Mais c'est dans les favelas que le virus pourrait faire le plus de ravages. Ces quartiers pauvres où s'entassent plus d'1,5 million d'habitants, délaissés par les autorités. Alors ce sont les trafiquants de drogue qui prennent les choses en main et promettent de régler le problème coûte que coûte. Le gang a dit « Restez chez vous, n'acceptez pas les touristes dans la favela ». Ils ont prévenu que si le gouvernement ne prenait pas les mesures nécessaires, ils s'en chargeraient. Et eux, on est bien obligé de les respecter. Jusqu'à présent, le coronavirus a tué 93 personnes au Brésil. On va maintenant partir au large du Panama où un paquebot cherche désespérément un port d'accueil depuis maintenant une vingtaine de jours. Le Zaandam est un paquebot de croisière. Il a été refoulé de plusieurs pays sud-américains. Plusieurs dizaines de passagers présentent des symptômes. 4 décès sont également à déplorer à bord. Nous avons pu joindre des touristes français, Georges Brognier et Frédéric Jolfre. C'est un paquebot immobile et isolé. Au bord du Zaandam, 1800 passagers presque devenus des apatrides.
Le luxueux navire qui bat pavillon néerlandais est désormais un paria qu'aucun pays ne veut accueillir, à commencer par le Panama, où il se trouve actuellement avec à son bord près de 200 personnes possiblement atteintes du Covid-19. Cet après-midi, nous avons pu joindre Jean-Yves Le Pavec, un touriste français confiné dans sa cabine avec son épouse. Nous sommes confinés sur le bateau depuis dimanche dernier, sans pouvoir sortir de nos cabines. Nous irons dans le Pacifique pour trouver un port afin que nous puissions, descendre. Toutes les demandes d'autorisation ont été refusées par les différents pays que nous avons traversés depuis le Chili. Depuis maintenant 14 jours, le paquebot erre en effet dans l'océan. Il a longé les côtes de l'Argentine, du Chili, du Pérou puis de l'Équateur, chaque fois dans l'espoir d'y jeter l'ancre. Sans succès. Les passagers attendent désormais d'être transférés sur un autre navire, puis de traverser le canal du Panama en espérant un hypothétique rapatriement. C'est un véritable cauchemar, bien évidemment. Hier, le commandant nous a annoncé qu'il y avait 4 décès à bord. Donc la journée a donc été très stressante et angoissante. Des médecins se trouvent en ce moment même sur le navire pour dresser la liste des malades. Pendant ce temps-là, les 105 passagers français vivent comme sur un navire fantôme. Pour chaque repas, on toque à notre porte, on va ouvrir, il y a un plateau avec les plats et il n'y a personne devant la porte. Ça, c'est quelque chose d'un peu angoissant quand même. Le paquebot venu à la rescousse du Zaandam devrait naviguer vers la Floride dans les prochaines heures. Seuls les touristes testés négatifs au coronavirus pourront faire le voyage. Et précisons que 20 000 Français sont toujours bloqués à l'étranger, des Français qui ont énormément de mal à rentrer alors que le trafic aérien est devenu quasi inexistant. En France, l'aéroport d'Orly va même fermer ses portes mardi prochain, décision inédite dans son histoire. François-Xavier Ménage et Clément Biet. L'aéroport, déjà quasiment à l'arrêt. Les avions cloués au sol, 3 des 4 terminaux fermés. Ce samedi à Orly, une vingtaine de vols programmés contre 600 habituellement. Conséquence, dans ce quartier survolé habituellement par des centaines d'avions chaque jour, presque 2 fois moins de décibels. On va en Creuse régulièrement, on a entre 35 et 40, voilà. Aussi un tracteur qui passe au loin, effectivement, ça monte un peu. Mais on a vraiment l'impression d'habiter à la campagne et puis de vivre en Île-de-France. Ce responsable associatif veut nous montrer le couloir aérien d'Orly en temps normal. C'est tous les avions en phase d'arrivée, 60% du temps, donc qui passent directement au-dessus de nos quartiers. On a un avion toutes les 3 minutes, 365 jours par an, 17h30 par jour. Depuis quelques jours, le changement est radical. Une bonne nouvelle en pleine crise du coronavirus. Je suis tout à fait conscient de la gravité sanitaire du problème qu'on vit actuellement. Maintenant, si on peut faire un constat, c'est que quand on vit sans bruit, on vit beaucoup mieux. Au pied des pistes, l'un des rares avions à décoller aujourd'hui d'Orly. Pour cet élu, il faudrait après la crise baisser significativement le nombre de vols quotidiens. Cette pandémie donne aussi à réfléchir sur l'usage du trafic aérien dans des zones qui sont particulièrement affectées par le bruit. D'après les associations, rien qu'en Île-de-France, 500 000 personnes souffrent du bruit des avions. Au chapitre économie, voilà maintenant une information essentielle pour les personnes qui touchent des allocations chômage. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune radiation ni aucune suspension des droits pendant la période de confinement. Mais il faut tout de même réactualiser sa situation. Pas évident pour tous ceux qui n'utilisent ni Internet ni le téléphone. François-Xavier Ménage et Clément Biet. Les 900 agences de Pôle emploi étant toutes fermées au public sur le territoire, il faut continuer à faire fonctionner la machine. Alors tous les matins, le courrier est relevé. Demande d'allocation spécifique de solidarité, des bulletins de salaire à scanner et une attestation aussi employeur que je vais scanner. Les documents des ayants droit sont rentrés manuellement dans les serveurs. Il n'y a pas de versement d'allocation si on ne fait pas ce genre d'action. La salle d'attente est vide, alors qu'habituellement, 300 demandeurs d'emploi viennent ici tous les jours. Du coup, on multiplie le télétravail dans toute la France. Plus de 40 000 agents connectés en même temps à un réseau interne très sollicité. Comment ça se passe pour toi, techniquement ? Le flux de connexion fonctionne assez bien.
En raison du coronavirus, tous les rendez-vous dans les agences sont annulés, mais attention, pas de conséquences pour les chômeurs. La continuité de service, c'est assurer les paiements des demandeurs d'emploi, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de blocage. C'est pour ça qu'on a mis un maximum de télétravailleurs en situation 2. Dans les prochains jours, les chômeurs devront tous se réactualiser en ligne. Mais comment faire pour les 150 000 allocataires qui n'ont ni Internet ni smartphone? Des agents sont mobilisés en ce sens. Est-ce que vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider pour vous actualiser? Je ne suis pas sûre. C'est avec l'ordinateur, je ne sais pas moi. Temps partiel, période d'essai, fin de droit, les dossiers épineux sont nombreux pour Pôle emploi dans les prochaines semaines. Dans le monde agricole, les cultivateurs eux, subissent de plein fouet l'interdiction des marchés. Ils ont en fait perdu leurs principaux débouchés, alors que la saison des récoltes, elle, commence. Certains, vous allez le voir, ont tout de même imaginé de nouveaux débouchés et conquis de nouveaux clients. Quelques exemples à Mont-de-Marsan, dans les Landes, avec Erwan Brem et Nicolas Forestier. Vous posez, je vous donne le chèque et c'est bon. Faire ses courses dans des lieux plutôt inattendus. Ce matin-là, Benoît, professeur de sport à Mont-de-Marsan, reçoit 40 kilos d'asperges dans son garage. Ça fait bosser les producteurs locaux. Oui, mais tout le monde est content. Une quarantaine de familles du quartier ont passé commande et ont fait un virement bancaire à Benoît. Là, c'est les gens qui reçoivent chaque jour les annonces et ils viennent, ils passent, ils se servent. Voilà. C'est simple. Hein. Et on a décidé juste de mettre ça en place pour aider les producteurs et puis pour nous continuer à manger sainement, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer récupérer sa commande. Aujourd'hui, les asperges, mais d'autres produits sont attendus dans les prochains jours. C'est une très très bonne idée. Ça se faisait beaucoup autrefois, hein. La vente à domicile et sur les petits marchés. La société va devoir réfléchir autrement. Depuis l'annonce de la fermeture des marchés, les initiatives se sont multipliées pour venir en aide aux agriculteurs. Chez ce producteur d'asperges, les saisonniers vivent à la ferme ou dans les villages alentours. Ils étaient déjà arrivés avant le confinement. Mais il y a encore quelques jours, l'agriculteur envisageait une catastrophe. On fait tout notre chiffre d'affaires dans les 2 mois, entre le 15 mars, on va dire, et le 15 mai. La récolte des asperges, c'est maintenant, et voilà, on n'a pas le choix. De nouvelles chaînes de distribution locales se sont mises en place. Les producteurs écoulent désormais tout dans un rayon de 100 km. Les gens se mobilisent et c'est génial. Ça nous sauve la vie. Voilà, en 24 heures, 50% de nos débouchés ont disparu, quoi. Plus de restos, plus d'envois par Colissimo. Donc du coup, on commence à espérer pouvoir finir la saison. Distribution à domicile, dans des magasins de producteurs ou dans des drives fermiers comme celui-ci, à Dax. 2 Batavia blondes, 2 packs famille en yaourt. Viande, fruits et légumes, produits laitiers, on repart avec la voiture pleine. On essaye de faire les drives du supermarché un petit peu et puis beaucoup tout ce qui vient du producteur directement au consommateur. Enfin, c'est surtout des petits producteurs comme ça, des fermiers locaux, c'est la meilleure chose, hein, je pense. Le paiement se fait à l'avance sur le site du drive. Oui. Ce site existe depuis 3 ans, mais l'annonce de la fermeture des marchés a tout changé. Nous, c'est pas compliqué. Entre cette semaine et la semaine dernière, il a été multiplié par 4, le chiffre d'affaires. Surtout une grosse proportion de premières commandes. Les gens, je pense que se sont un petit peu raccrochés aussi à du local. Hervé Duspouille est désormais privé de marché. Il est venu prêter main forte. La chose sur laquelle on joue, c'est la fraîcheur. Moi, les salades sont cueillies de ce matin. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas forcément possible de le trouver dans tous les circuits de commercialisation, quoi. Le maraîcher a prévu de monter son propre drive dans sa ferme, avec paiement sans contact. La clientèle n'aura jamais été aussi nombreuse. Voilà. Autre secteur qui a dû lui aussi se réorganiser, celui des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Les bénévoles, souvent âgés, sont en confinement depuis des semaines. Alors il a fallu trouver d'autres bonnes volontés. Quelques exemples avec Anaïs Barthes, Victoria David et Thierry Valta. En temps normal, le carreau du Temple accueille les événements branchés de la capitale. Mais depuis le début de la semaine, on y reçoit les personnes sans domicile fixe. Bonjour, vous allez bien? C'est pour moi et mon copain. L'association Aurore distribue gratuitement des paniers repas. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Déjà d'abord, ils sont très courageux de nous aider. Et puis, heureusement qu'ils sont là. Un lieu où les plus démunis peuvent échanger avec les bénévoles autour d'un café. Une aide indispensable. Bon courage, madame. Car depuis le confinement, tous les restaurants solidaires et les aides de jour ont dû fermer.
Aujourd'hui, comme il n'y a plus personne dans la rue, je pense qu'on ne peut plus notamment mendier, il a fallu mettre en place ces distributions alimentaires. Nous avons produit cette offre de 5500 repas qui sont produits chaque jour dans 4 points de distribution de Paris et du 93. Aucun problème d'approvisionnement, mais l'association a dû réorganiser ses équipes en urgence. Un tiers des bénévoles a plus de 60 ans et ne peut plus travailler. C'est aussi le cas pour les Restos du Cœur à Saint-Étienne. Nous sommes en moyenne en distribution entre 30 et 40 personnes bénévoles en temps normal. Aujourd'hui, nous sommes 4. Ce responsable invite donc les plus jeunes à candidater pour continuer à maintenir l'aide alimentaire. Un appel que lance également la Croix-Rouge, car depuis une semaine, elle a mis en place cette plateforme téléphonique dédiée aux personnes vulnérables et isolées. De l'écoute, un peu de soutien et puis essayer de répondre à des situations parfois un peu urgentes, de livraison notamment de médicaments et de nourriture. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on peut rendre service à ces personnes. En 24 heures, des colis avec des produits de première nécessité sont distribués gratuitement par ces livreurs solidaires. Bonjour madame, je suis Christine. Un service vital pour Geneviève. Je suis une personne âgée, je ne peux pas sortir toute seule. Alors donc je suis contente que la Croix-Rouge vienne m'aider. Faites bien attention à vous aussi. Une manière surtout de rompre la solitude et de maintenir un lien social, coûte que coûte. Au revoir. Et puisqu'on parle de solidarité, nous vous avons évoqué hier soir cette formidable initiative d'un pharmacien du 6e arrondissement de Paris. Il a installé dans sa rue un laboratoire à ciel ouvert de gel hydroalcoolique. Objectif, approvisionner ses collègues et les hôpitaux. Cela valait sans doute un nouveau coup de chapeau. Reportage Didier Piereschi et Benjamin Ray. Ils sont une quinzaine à s'activer, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Depuis 3 semaines, cette rue d'un quartier chic de Paris s'est transformée en laboratoire à ciel ouvert pour produire d'énormes quantités de solutions hydroalcooliques. À peu près 10 000 litres par jour, ce qui correspond à environ 100 000 doses individuelles. J'appelle pour voir à quelle heure... Fabien Bruno, pharmacien dans le quartier, est à la tête de cette petite armée. On y trouve ses employés, des confrères et des profils plus étonnants. Moi je suis pompier, il y a un quincaillier qui est là-haut, là au bout, et il y a un coiffeur que vous avez juste derrière vous. Le coiffeur, c'est lui. Il remplit ses drôles de poches. C'est comme pour mettre le vin en cubi, sauf que là on met de la solution hydroalcoolique. Non, vous ne rêvez pas. L'habituel cubi de vin est le contenant le plus efficace pour fournir les pharmaciens. Cet endroit leur est réservé. Ils sont nombreux à patienter pour ce produit devenu si précieux. On a des formats de 5 et de 10 litres et en quantité vous pouvez avoir ce que vous voulez. Non, 20 c'est bien. On va être raisonnable, il faut en laisser aux autres. Des pharmaciens épatés par cette installation improvisée en pleine rue. Ah, c'est très impressionnant quand on arrive, oui, en plein Paris, de voir toute cette quantité d'alcool. Efficace, professionnel, mais on est en période de guerre, on a l'impression. Dans ces moments intenses, Fabien et ses troupes ne manquent pas de soutien. Et les gens nous amènent à manger le matin, nous encouragent, on a beaucoup de messages de soutien par mail, par fax. Enfin, c'est une aventure humaine très forte. C'est ce qui permet de surmonter la fatigue, même si de temps en temps, l'équipe s'accorde quelques minutes de repos. Il faudra sans doute tenir encore plusieurs semaines. Et comme dans toutes les périodes de crise, il y a les généreux comme ces hommes et ces femmes qu'on vient de voir. Et puis il y a les profiteurs. Depuis le début de l'épidémie, le nombre de cyberattaques a explosé. Sont concernés les milieux médicaux, mais aussi, vous allez le voir, les entreprises rendues particulièrement vulnérables par le télétravail. Antoine de Pressigou, Alex Godin et Thomas Jarion. Les bureaux sont vides. Mais ici, personne n'est en vacances. Tout le monde est en télétravail, forcément. Depuis quelques jours, le patron de cette entreprise spécialisée dans les paiements bancaires reçoit d'étranges emails. Celui-ci, par exemple, l'invite à télécharger des attestations de déplacement. En cliquant sur ce justificatif, il y a un virus dans la pièce jointe et c'est ce virus ensuite qui va aller chercher les informations sur votre ordinateur. Et si on ne fait pas attention, on a l'impression que c'est un email du gouvernement. Alors il y a des gens qui sont malins, qui sont astucieux et qui utilisent justement ce genre d'actualité. Pas une seule faute d'orthographe, cet email frauduleux est parfait, à un détail près. Sauf que le point gouv, là, il y a 2 U. Selon lui, ces attaques sont 6 fois plus nombreuses depuis l'apparition du coronavirus. Car les pirates sont rusés. Ils surfent sur l'actualité angoissante et profitent du boom du télétravail. Les employés confinés chez eux sont moins attentifs et donc plus vulnérables. On va, par exemple, commencer à travailler sur un sujet, connecté à l'entreprise, et puis aller faire la cuisine, le repas pour le midi.
et on va pas nécessairement fermer son poste de travail. Et donc un enfant peut se connecter, aller sur un site, éventuellement cliquer sur un lien malveillant sans le savoir et installer un virus qui va mettre à défaut la sécurité de l'entreprise. Certains cybercriminels n'ont aucun scrupule. En plein coronavirus, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux hôpitaux déjà sous tension. Les pirates paralysent les systèmes informatiques puis demandent une rançon pour les débloquer. Quand des systèmes sont bloqués, on ne peut pas connaître les informations pour des diagnostics des patients. De fait, la décision on arrête tout ou on doit payer pour récupérer les informations, on doit la prendre beaucoup plus vite que dans une entreprise qui peut se permettre d'attendre 3 jours ou 10 jours pour reprendre son activité. Il y a quelques jours, les hôpitaux parisiens en ont fait les frais. Pendant près d'1 heure, des pirates ont tenté de bloquer l'accès à certains services Internet. Les cybercriminels ont été repoussés, mais impossible pour le moment d'identifier les responsables de cette attaque. Les nouvelles technologies qui sont notre talon d'Achille, mais qui sont aussi en ce moment notre principal lien avec les autres et avec le monde extérieur. Que faire, par exemple, en temps de confinement, quand on est passionné de football et qu'on appartient à une équipe qui veut continuer à s'entraîner? Eh bien, on se lance un défi sur les réseaux sociaux. Jean-Marie Bagayoko et Auton Espitia. C'est sa petite récréation quotidienne au pied de son immeuble. C'est chez moi ici. Une série de jongles, balles au pied, filmé par sa maman pour épater et défier les coéquipiers. Les enfants ont un petit défi à faire par jour. Ils envoient les vidéos au coach et le coach, le soir, fait un petit montage pour présenter ça sur les réseaux. Parce que chaque soir, les enfants scrutent pour savoir, pour connaître les nominés du jour et se dire je fais partie, j'en fais pas partie. Dans le salon ou dans la chambre, à l'air libre du jardin ou enfermé dans un parking souterrain, voici le football version confinement. Des gestes techniques à reproduire, chacun chez soi. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez pousser les meubles, mais même si vous touchez les meubles, papa et maman, c'est pas grave. Ils vont comprendre. Depuis 2 semaines, cet entraîneur lance des défis à distance à ses jeunes joueurs. Certains parents apprécient. T'as vu coach Fred, même pas dans le confinement, on s'entraîne dur. D'autres, un peu moins. Je vous le cache pas qu'ils prennent bien, mais ils me disent attention à la télé, les meubles, parce que sinon... c'est l'entraîneur qui va rembourser, voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais confinement oblige, tout le monde se prend au jeu. 14 jongles, record à battre dans la catégorie maman. Il y a beaucoup de parents qui jouent le jeu, il y a des mamans, des papas, des frères et sœurs. On a le sentiment que c'est un moment aussi où ils peuvent se défouler, s'évader. Pour les plus doués, il y a aussi les défis d'une experte, la capitaine de l'équipe de France. On peut s'entraider tous comme ça et puis si ça peut motiver certains à se mettre au foot ou certaines, voilà, ce sera avec plaisir. Jongler avec un ballon ou un rouleau de papier toilette. L'appellation n'est pas très élégante, mais le hashtag PQ Challenge a déjà fait le tour du monde. Un seul mot d'ordre, restez chez vous. Allez, pour terminer, une information qui n'a rien à voir avec le coronavirus, mais qui ne va pas forcément vous faire sourire pour autant. La nuit prochaine, changement d'heure, passage à l'heure d'été et on perd 1 heure de sommeil à 2 heures. Il sera donc 3 heures. Il faut avancer vos montres. La bonne nouvelle dans l'affaire, c'est qu'on vivra 1 heure de confinement en moins. Voilà, c'est la fin de ce journal. En attendant d'aller vous coucher, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur LCI Canal 26, sur TF1, The Voice, présenté par Nikos Aliagas. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain dès 13h. À demain.